On va parler de Donald Trump, mais toujours avec cette réserve. Tout à l'heure, je vous parlais de cette asymétrie structurelle où on nous demande de croire des documents qui sont publiés par des gens dont le but principal est de se protéger. Et vous venez de comprendre pourquoi. Et qu'au-delà de ça, en plus, il y a cette volonté. C'était notre premier article, cet extrait présenté du News Statement de Tina Brown qui disait que c'était une stratégie classique de Donald Trump lorsqu'il se retrouve en première ligne. C'est de dire non, mais regardez, il y a plein d'autres personnes. Ok, donc une fois qu'on a ça en tête, qu'on a gardé ça en tête et que donc nous sommes sujets, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, à cette manipulation orchestrée par Donald Trump, la manipulation, vous l'avez compris, elle est là pour protéger Donald Trump. Vous l'avez vu, il est partout. Il est sur toutes les photos. Il est sur toutes les photos. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu ne l'as pas rajouté en intelligence artificielle. Non, pas besoin. Il est sur toutes les photos. Et donc, il y a quand même, dans ces 2% du dossier, si on en croit l'enquête de Channel 4, dans ces 3 millions de documents qui sont sortis et qui sont caviardés, et qui ne correspondent pas au nombre global, dans tous les cas, il y a quand même plus de 38 000 fois le nom de Donald Trump. On nous demande de croire, par exemple, que dans ces documents-là, c'était un des points qui était mis en avant par Tina Brown, lorsqu'on connaît les relations de Donald Trump avec Jeffrey Epstein, avec Melania, avec Jeffrey Epstein et avec Ghislaine Maxwell, à part 1 ou 2 emails, il n'y a par exemple aucune communication directe entre ces personnages-là, comme si on avait voulu protéger Donald Trump. Mais au milieu de tous ces documents-là qu'on a bien voulu nous montrer, et certains, je pense, par erreur, on va en parler, il y a quand même quelques informations intéressantes. Et je vous parle de documents par erreur parce qu'aujourd'hui, on va parler de documents qui ont été publiés et qui ont disparu du compte du département de la justice. Et je vais partir, et je vais l'enrichir, bien évidemment, partir de cette enquête faite par un journaliste d'enquête indépendant qui a un compte Substack, donc je vous invite à aller le soutenir, parce que le journalisme d'enquête indépendant ne peut vivre que grâce à votre soutien. C'est le cas de l'émission d'aujourd'hui, donc merci encore une fois à celles et ceux qui nous soutiennent sur maintenant-media.com ou qui sont passés via des cadeaux à la communauté, des super stickers ou des super chats. Merci beaucoup. Donc, on va parler du travail qui a été fait par Roger Sullenberg. Et donc, pour comprendre le travail de Roger Sullenberg, il dit, voilà, il y a un document, on va voir l'extrait suivant, qui a été en ligne pendant un moment et qui a disparu. Pour comprendre ce document, il faut comprendre le contexte de ce document. Ce document, on va le voir dans quelques minutes qui a disparu, fait référence à un coup de téléphone qui a été reçu. On va le voir tout de suite. C'est le premier. Donc ça, c'est un document qui a été préparé. Regardez la date là-haut. Qui a été préparé pour justement, lorsqu'on a demandé, lorsque du côté de l'administration Trump, on a demandé que l'on fasse un résumé. Je pense que tu peux le montrer, le document 10, il y est dessus, c'est un autre, ça fait partie du même dossier. Donc, vous voyez, ce sont les noms importants. Donc, ça a été ça a été partagé à l'administration Trump. Là, je me rends compte qu'on a oublié Bill Barr, mais bon, c'est pas grave. Ancien ministre de Donald Trump, on y reviendra un jour. Et donc, vous voyez, ce document qui a été versé à Todd Blanche et à Pam Bondi, qui dit, voilà, ce sont les noms importants. Et les noms importants, voici les accusations que l'on a contre eux dans le dossier de FBI. Donc, vous avez Trump en premier. On remarquera qu'après, vous avez que des noms dont on a parlé, dont Les Wexner, qui est sur la liste, dont Leon Black, etc., etc., le Prince Andrew. Et la première accusation contre Donald Trump, c'est celle qui était surlignée en orange, c'est cet appel en 2019 d'une amie
d'une personne qui dit, voilà, moi je suis ami avec une amie qui a été abusée par Jeffrey Epstein dans les années 90. Elle avait 13-14 ans à l'époque. Et donc, qui raconte avoir été, comme Virginia Giuffre le raconte avec d'autres noms, avoir été offerte à Donald Trump par Jeffrey Epstein. Et elle raconte précisément un incident où elle a une relation sexuelle avec Donald Trump, relation orale, et où elle mord, excusez-moi de la crudité des détails, mais les faits sont importants, le pénis de Donald Trump, et Donald Trump la frappe par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est le contexte de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, ce document, il est toujours disponible, là, le document que je suis en train de vous montrer, il est toujours disponible et il entraîne, du côté du FBI, toute une procédure que vous voyez qui est décrite en disant, bah, tiens, on a tenté, à l'époque de cet appel, on est en 2019, d'aller vérifier cette information-là. Donc, on a appelé d'abord l'ami. L'ami nous a donné l'identité de la personne qui accusait d'avoir été violée par Epstein et par Donald Trump, et pas en même temps, dans différents événements. Et donc, on voit que on a vérifié des tas de choses et que la personne est réelle. Et donc, à partir de là, le FBI estime que c'est une piste crédible qui mérite plus d'enquête. Attention, le mot crédible ne veut pas dire véridique, parce que très souvent, je vois ce mélange. C'est pas parce que le FBI détermine que la personne est crédible qu'elle est crédible pour qu'il y ait une enquête sur son sujet. Ça ne veut pas dire qu'on a vérifié ses propos. Il y a des preuves, elle dit la vérité. C'est vraiment important de savoir tout ça. Et donc, toujours dans le dossier, on a des extraits d'un des rapports de la première interview qui a été réalisée le 24 juillet 2019, où elle raconte en détail comment elle est devenue une des victimes de Jeffrey Epstein. Alors vous voyez, encore une fois, l'étendue du caviardage. Personne ne sait ce qu'il y a écrit derrière ces carrés noirs. Donc, on va avancer dans ce document. Ce document est public. D'accord ? Ce document est public. Donc, on avance dans ce document-là. Donc, vous voyez qu'on parle on voit le nom de Jeffrey Epstein qui apparaît là. Et lorsque on avance, elle raconte comment la première fois, ça se passe en Caroline du Sud, dans un lieu qui est un quartier résidentiel pour les riches, qui est un lieu de vacances très connu. Elle décrit quand elle est allée dans cette villa où elle a rencontré pour la première fois Jeff, donc dans la Sea Pines Plantation Area, il y a des concordances de lieux avec Jeffrey Epstein. C'est sûrement pour ça que le FBI considère que son témoignage est crédible. Il y a un détail qui est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'elle explique, donc c'est très certainement un lieu de vacances, qu'elle remarquera et elle en parle plusieurs fois, c'est souvent des petits détails qui rendent les choses intéressantes, qu'il y a des livres de partout. Et ça, c'est une réalité de Jeffrey Epstein aussi, qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent, à côté des odieux actes qu'il a commis, et qui est quelqu'un qui lit énormément. On va retrouver énormément de livres également sur l'île St. James, à Manhattan, etc., etc. Il est passionné de sujets extrêmement ardus en termes de science. Il est en contact avec les plus grands intellectuels et les plus grands scientifiques et professeurs. Et donc, le fait qu'elle détaille cette petite information qui paraît complètement ridicule, dire il y a des livres de partout, c'est entre l'adresse et les livres de partout, d'après moi, si je me mets dans la place, parce que malheureusement, on n'a pas le rapport, les notes du FBI après, on va y revenir, qui
explique pourquoi il considère que c'est crédible. Pour moi, ce sont des petits détails qui donnent de l'authenticité à son propos. Et donc, elle raconte comment elle est violée la première fois par Jeffrey Epstein et comment elle devient une habituée de Jeffrey Epstein, l'utilisation de la drogue, etc., etc. Le parcours ressemble à celui de Virginia Giuffre, c'est pas elle, et à toutes ces femmes qui ont été abusées et qui craignent, qui tombent sous l'emprise d'un prédateur et qui craignent que leur réputation soit à jamais détruite si elle parle. Elle vit chez sa mère, donc elle a peur que sa mère soit au courant. Et puis aussi, elle s'en cache pas, l'attrait de connaître quelqu'un qui lui fait découvrir la cocaïne et en disant, ben voilà, je connais quelqu'un qui a de la drogue, c'est cool par rapport à mes copines. C'est écrit noir sur blanc. Ça fait partie aussi de la réalité, il faut le savoir. Et donc, elle continue et elle dit qu'un jour, et c'est là qu'on rentre dans ce qui est extrêmement intéressant, elle dit qu'elle en parle à son ami qui l'a contacté, et elle raconte ce qui lui est arrivé avec ce qui est Trump. Et là, on rentre dans du troublant, c'est qu'elle explique qu'elle a une photo sur son téléphone de Jeff avec un ami, et elle le montre au FBI. Mais avant ça, elle dit au FBI, et on va voir la photo qui est la capture de son téléphone. On connaît cette photo-là, hein, et en disant évidemment, elle connaît l'autre personne, mais au FBI, elle dit, est-ce que je peux vous la passer, la photo, en la recadrant? Et l'agent du FBI lui demande pourquoi. Elle dit, parce que je veux enlever à côté la personne qui est là, qui est Donald Trump, parce que j'ai peur des représailles. Et donc, elle va détailler dans quelles circonstances elle a rencontré Donald Trump, et elle va passer cette photo. Il y a intervention de son avocat au milieu, parce que tout ça, cette audition du FBI a lieu dans un cabinet d'avocats. Donc, il y a un avocat qui est là pour faire attention à ce qu'elle dit et pour donner du poids à ces accusations. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Il y a ce rapport-là du 24 juillet 2019. Alors vous allez me dire, mais c'est quel document? Pourquoi on parle de document qui a disparu? Le document qui a disparu, je vais vous le montrer parce qu'il est disponible sur la Wayback Machine, qui est des captures d'écran qui enregistrent, qui archivent Internet. Il était disponible pendant quelques semaines sur le site du département de la justice. Aujourd'hui, quand vous allez sur... on va revenir sur le mais si tu peux montrer le 12. Lorsque vous allez chercher ce document-là, je l'ai fait encore aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'existe plus. Alors ce document, c'est quoi? On va voir. Il y a un numéro de dossier que j'ai souligné en bleu, là, qui commence par 3501, qui est une identification pour une victime. Identification de victime, au lieu de mettre son nom pour la protéger, ce sont des documents. Ce compte-rendu-là a été versé dans le cadre du Discovery aux avocats de Ghislaine Maxwell en 2020 pour le FBI en disant on a les témoignages de ces personnes anonymes, on ne va pas les utiliser au procès, mais nous les avons si c'est nécessaire. On ne veut surtout pas être accusé de n'avoir pas présenté toutes ces preuves durant Discovery qui permettraient à Ghislaine Maxwell de dire voilà, il y a un vice de procédure, on m'a caché des informations. Donc le FBI en 2020 verse cette liste-là et chaque victime est identifiée par son numéro. Et donc là, c'est tout le dossier de cette victime. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on se rend compte que vous avez toute une série d'interviews. 302, c'est les interviews faites par le FBI. Donc, vous avez les interviews et après, vous avez les notes de l'agent du FBI qui a mené son enquête. 4 interviews. Vous avez 4 interviews. Vous avez la photo, celle que je vous ai montrée. Vous avez d'autres, ce qu'on appelle le intake report, qui sont comment on a pris les informations. Vous avez tout ça. Et aujourd'hui, il n'en existe qu'un.
Il n'en existe qu'un. Il n'existe que ce que je vous ai montré. Ce n'est pas accompagné par les notes du FBI et on se rend compte qu'elle a été interrogée plusieurs fois. C'est-à-dire que, on revient sur la chaîne d'enquête, une plainte au numéro vert du FBI par sa meilleure amie, vérification de la plainte, c'est même pas une plainte anonyme parce qu'elle a donné son identité, vérification de la plainte est réelle, on rentre en contact avec celle qui dit être la victime, elle prend un avocat en disant « Ok, je vais répondre à vos questions, je vais confirmer ce qu'a dit mon ami, donc venez ». Ça se passe le 24 juillet 2019, on vient la voir. Le FBI pose une série de questions. Elle explique qu'elle ne veut pas parler de Donald Trump, elle ne veut parler que de Epstein, c'est ce qu'explique son avocat dans le rapport que je vous ai montré. Et elle explique qu'elle ne veut même pas donner une photo avec Donald Trump parce qu'elle a peur de représailles. Je vous rappelle qu'en 2019, Donald Trump est président des États-Unis. Donald Trump est président des États-Unis. Et là-dessus, le FBI estime que ces informations sont suffisamment crédibles. Encore une fois, crédible ne veut pas dire prouvé, parce qu'on ne le sait pas dans la réalité, que cela va nécessiter d'aller l'interroger à nouveau. 24 juillet 2019, 7 août 2019, on retourne la voir et puis on va continuer à aller l'interroger. Le 20 et le 16. Le 20 août et le 16 octobre. Exactement, jusqu'au mois d'octobre. C'est quelqu'un qui a été interrogé de multiples fois par le FBI et qui accuse Donald Trump de lui avoir forcé à des actes sexuels et en expliquant qu'elle l'avait mordu. Quand elle avait 13 ou 14 ans. Car elle avait 13 ou 14 ans. Et tous ces rapports-là n'ont pas été rendus publics. Et ce document que vous êtes en train de regarder, qui démontre l'existence de ces documents qui n'ont pas été rendus publics, a été effacé. Aujourd'hui, il n'est plus disponible sur le site du département de la justice. Tout ça, c'est extrêmement troublant. Mais il y a autre chose d'extrêmement troublant. On va revenir à ce document. Vas-y, remets-le. Mets-le dans la nouvelle version. L'autre qui est surligné. Il y a quelque chose qui est troublant. Ce sont les dates. Première interview avec le FBI de Washington. Le FBI à Washington, sous l'autorité directe de Bill Barr, ministre de la Justice de Donald Trump. 24 juillet 2019, des agents du FBI viennent interroger cette victime potentielle d'actes sexuels de Jeffrey Epstein et de Donald Trump. La date de saisie, c'est lorsque l'interview, le document et les notes du FBI sont versés au dossier. On le voit sur l'autre document, c'est le 9 août. 24 juillet, 9 août. 16 jours d'écart entre le moment où le FBI de Washington a interrogé la fille et 9 août, le jour où tout ça est mis au dossier. 16 jours. La procédure habituelle, c'est qu'au maximum, un agent du FBI a 5 jours ouvrables pour verser une pièce officiellement au dossier. Ça veut dire qu'il y a 11 jours où ce dossier, autour de cette interview, n'a pas existé. Il a été à Washington. On s'est rendu compte que dans ce document, il y avait le nom du président des États-Unis. Et non seulement on ne l'a pas versé au dossier tout de suite, mais on s'est dit, on va retourner la voir. On va retourner la voir le 7 août
Donc, avant même que le document soit officiellement enregistré au dossier. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de temps ? Qu'est-ce qui s'est passé du moment où le 24 juillet 2019, le FBI a eu cette information et le 9 août où elle a officiellement enregistré ? On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il y a eu ? On ne le sait pas. Par contre, on sait autre chose. Si vous regardez ces dates, vous avez remarqué quelque chose, j'espère, peut-être certains d'entre vous, qui sont extrêmement importants. C'est que c'est peut-être uniquement une coïncidence, mais cette information accusant Epstein et accusant Trump, qui peut-être a été confirmée le 7 août, on n'en sait rien, le document n'existe pas. Et comme Pam Bondi nous a raconté que tous les documents sont sortis, on l'aura pas. On ne l'aura pas. On ne l'aura pas. Dans la nuit du 9 août au 10 août 2019, le même jour où ce document devient une réalité, 16 jours avant que le FBI ait estimé, 16 jours après que le FBI ait estimé que c'était une piste crédible, Jeffrey Epstein meurt en prison. Exactement, la mort d'Epstein. Alors c'est peut-être un hasard. C'est peut-être un hasard. Mais dans la réalité, toutes ces accusations contre Jeffrey Epstein et Donald Trump, par un témoin identifié, accompagné de son avocat, qui est considéré comme crédible, est dans les mains de l'administration Trump. Et dans les mains de l'administration Trump. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette affaire-là et la mort de Jeffrey Epstein ? On n'en sait rien. Mais le problème, en cachant la vérité, on laisse planer le doute. C'était La Chute.